Donc, en ce qui concerne maintenant la vision ou l'agenda 2063 de l'Union africaine, la première question, quelle est votre appréciation de cette vision? Ça, c'est la question à nos panélistes. Comment appréciez-vous cette vision? Qui veut commencer? Professeur Momba, vous n'avez pas parlé pendant longtemps. Oui, alors, parlant de l'appréciation, c'est une bonne idée. Vous voyez, cette vision 2063 de l'Union africaine, il pensait que l'Afrique aura la capacité d'assurer la paix et la protection de ses citoyens et leurs intérêts grâce à des politiques communes en matière de défense, de relations internationales et de sécurité. Alors, gestion durable des ressources naturelles et conservation de la biodiversité, mode de consommation et de production durable, sécurité de l'approvisionnement en eau, et résilience au climat et prévention et préparation face aux catastrophes naturelles, énergie renouvelable, et il y a même plus de 20 priorités. Tout cela, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, au début, l'Afrique que nous voulons. Du point de vue de l'appréciation, c'est une bonne idée. Mais on a des difficultés, comme je disais tout à l'heure, il faut regarder aux trois cancers, la question de prédation, l'impérialisme. Docteur Elomo, fermez votre micro. Oh là 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 là. L'impérialisme. Oh là là. Il y a un chien qui dérange, on doit chasser ces chiens. Ouais. Alors, bon. Donc je disais que l'appréciation, l'idée était bonne, mais la grande question est, est-ce qu'on va aboutir? Est-ce qu'on va réussir? Alors c'est là où on peut se poser la question. Donc, moi, je dis qu'on peut réussir, mais à condition qu'on lutte contre la prédation, qu'on lutte contre cette pensée, euh, cette histoire la politique, qu'on lutte contre les traîtres africains qui sont en train de trahir l'Afrique. Il faut qu'on lutte contre les sentiments d'hégémonie qui font que certains pays africains, certains dirigeants africains aimeraient devenir des empereurs, des dictateurs, des prédateurs pour d'autres pays africains. Bon, c'est ça. Mais c'est là on se pose des questions, professeur, pour dire, comme docteur Elomon l'a dit, lui qui assistait à une réunion de l'Union africaine, il a trouvé beaucoup de prêtres, beaucoup de blancs, beaucoup de gens de l'Occident. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi dans une réunion de l'Union africaine, il y a des non-africains. Parce que quand il y a des réunions en Amérique où les Africains ne participent pas, pourquoi est-ce que les dirigeants africains invitent ou acceptent que ces gens viennent participer dans leurs réunions? Ça, c'est la première question. La deuxième question, parce qu'on parle de l'hégémonie, de l'influence de l'Union européenne, des Nations unies, et tout ce qu'ils ont comme vision là, c'est ce on leur a imposé de faire. Parce que quand ces gens vous donnent leur argent, ils vous disent avec quoi faire. Donc, comment vous allez utiliser leur argent? Selon, ils disent, nous vous donnons l'argent pour telle chose, pas pour autre chose. Alors, ils sont obligés de suivre le programme de ces gens-là. Oui. Et quand vous regardez cette vision, est-ce que cette vision, Allô? oui, professeur Ligunda?
Allô? Allô, c'est professeur Follet? Non, non, c'est Maître Guy. Ouais, vous voulez parler ou comment? Oui, s'il y a moyen, je pouvais aussi parler. Oui, un instant, je termine. Ok. Alors, s'il y a, qu'est-ce que je disais? Euh, donc, quand vous regardez le programme de l'agenda 2063, mais est-ce que ça marche de pair avec les enjeux géopolitiques et géostratégiques internationaux? Parce qu'on parle de la mondialisation, mais vous faites un programme qui n'a rien à faire avec ce qui se passe dans le monde, donc vous êtes distrait. Alors, ça, c'est les deux questions. Donc, Maître Ogui, vous pouvez parler. Donnez votre point de vue. Bon, moi, merci pour la parole. Hmm. Je voulais juste intervenir par rapport à la vision africaine dont vous venez de parler tout à l'heure là, Oui. pour dire que cette vision, elle est possible. Elle est possible, sauf que entre nous, Africains, nous devrons, n'est-ce pas, bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Mhm. Par exemple, ok, parce que on ne peut pas se dire frère et on se dit quelque Voilà. chose, mais on fait une autre chose. On s'appelle frère le Ah, oh, matin. mpati jina mimi là. Allô? Parlez, allez-y. Oui, on s'appelle frère le matin, mais la nuit, on se dit, oh, on fait autre chose. Regardez un peu nos dirigeants africains. Parce que vous venez de dire ici que non, pourquoi il y a des réunions africains, mais on invite les non-africains. Même l'argent là qu'ils nous donnent, l'argent provient d'où? Ça provient toujours en Afrique. Ça provient en Afrique. Alors, ils cherchent à nous diviser. Quand ils nous divisent, en semant des troubles entre nous, ils opposent les deux frères parce qu'ils savent que sans l'Afrique, ils ne peuvent pas vivre. Voilà pourquoi nous devons être réunis, nous les Africains. Nous devons être réunis, enlever l'hypocrisie qui est entre nous. S'unir. Comment, par exemple, je parle pour le cas qui est pour mon pays, la RDC. Regardez un pays ami, un pays frère, voisin, il nous agresse. La RDC parle, on a crié, on a fait, n'est-ce pas, entendre notre voix. Il y a même le rapport des Nations Unies concernant les génocides qui se passent en RDC. Mais vous voyez, les Occidentaux ne font rien parce qu'ils savent que ce sont eux qui sont là derrière en train d'alimenter, n'est-ce pas, un pays voisin, notre frère, pour se cacher derrière lui et puis nous voler, nous. Alors, ce qu'il faut faire pour nous, pour que cette vision africaine réussisse, il fallait bannir l'hypocrisie qui est entre nous. C'est ce que moi je trouve. La vision, elle est possible. Mais pour que ça puisse réussir, il faut d'abord qu'on bannisse l'hypocrisie et puis qu'on se rende aussi fort. Comment voulez-vous, par exemple, ce qui vient de se passer actuellement là avec Coupe d'Afrique des Nations? Cette Coupe d'Afrique, c'est une coupe africaine, mais elle est transmise par Canal+. Canal+, c'est une entreprise française. Et vous voyez même ce qui s'est passé là-bas. Vous avez vu comment est-ce que peut-être le message que nous, Congolais, avons pour faire passer, on n'a pas été firmé, nos supporters et tout là. Donc, c'est-à-dire nous sommes encore loin, s'il faut qu'on puisse prendre conscience, qu'on se relève, qu'on bannisse l'hypocrisie. C'est ce que moi je trouve que si on fait ça, cette vision, elle est possible. Voilà. La vision est possible, il faut bannir. Allô? Oui, on vous a suivi. La vision est possible, il faut bannir Ok. l'hypocrisie et cela rentre même dans ce que le docteur Tanquet a dit. Cette hypocrisie doit être bannie même dans les églises. J'avais vu la main d'Étienne Oui. Ali depuis longtemps, mais et puis il a baissé la main. Je ne sais pas s'il était fatigué ou il veut toujours intervenir. Ah, ouais. Professeur, je suis là, hein, je suis là. OK. Je voudrais savoir si vous m'entendez bien parce que j'ai dû bouger un tout petit peu. Non, non, on vous entend. Ok. Voilà. En fait, je suis un Africain en fait qui navigue en deux pôles. Mhm, Alors, c'est toute ma construction qui est comme ça. Je ne suis pas moins africain que d'autres. mhm, Alors, pour moi, il y a deux pôles. Si j'étais un objet physique, alors il y a deux pôles. Le pôle local, le pôle mondial, universel, universalisant. Et en fait, le terme local me définit beaucoup plus.
c'est un peu comme ça que je définis aussi ma trajectoire théologique et même générale. Alors, donc, je participe à cette réunion avec un certain regard. Alors, le regard que j'ai, c'est que, en réalité, toujours, je trouve comme point de départ que parfois nous donnons des accusations qui ne sont recevables que parmi nous, parce qu'on est peut-être africain, parce qu'on est dans la même configuration, mais de façon objective, je cherche à comprendre. En réalité, par exemple, l'Union africaine, alors la question d'une Union africaine qui, voilà, est-ce qu'elle serait une Union africaine ou bien une Union occidentalo-africaine ou bien tout cela, pour moi, la question relève quand même d'une certaine naïveté. Il s'agit des Africains avec des idées différentes qui n'ont pas pu exprimer voilà, des raisons précises, qui n'ont pas pu en fait exposer des points sérieusement, comme d'ailleurs ce que nous faisons entre nous comme théologiens, et cela va se ressentir en termes de conséquences dans ce que nous réalisons. Voilà. Parce que je me demande, si en tant que théologien africain, nous n'accusons pas trop facilement, trop hâtivement les Occidentaux avec des tropismes comme celui qui paye commande, comme voilà, et celui... Or, pourtant, les Africains pouvaient être beaucoup plus sérieux, mais tel que je le vois, je me dis que notre problème à nous, et l'intervenant précédent, je ne sais pas si c'est aussi un participant qui posait une question, mais alors moi, je me dis en fait que nous devrions regarder les choses d'une façon plus large, mais aux panélistes, je pose cette question. Alors, objectivement parlant, l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle a d'occidental? Au-delà de la palissade, au-delà des généralisations, qu'est-ce qu'elle a qui n'est pas africain? Est-ce qu'elle ne nous reflète pas en tant qu'humain, en tant que société? Est-ce qu'elle ne reflète pas réellement nos problèmes en tant qu'Africains? Est-ce qu'elle n'est pas, telle qu'elle se trouve, en fait, une conséquence institutionnelle, organisationnelle de ce que nous sommes ou non? Parce que je peux me contenter de ce qui a été dit, tous les panélistes vont dans le même sens, ainsi de suite, mais en réalité, comment est-ce que nous, Africains, nous vivons entre nous? Et le professeur docteur Elomon ont touché un peu cet aspect. Avec des pays à l'intérieur desquels on est désunis, où il y a des hégémonies en fait claniques, tribales et tout cela, alors est-ce qu'à ce niveau, nous, théologiens africains, nous pourrions réellement regarder ces choses? Parce que finalement, c'est ce qui peut rendre quelqu'un fragile chez lui, au lieu de perdre du temps, de passer tout le temps, vraiment de faire toutes nos réflexions allant dans le sens d'une condamnation de ce que vraiment les autres font ou ne font pas. Alors, et c'est pas complexe finalement. Donc, c'est une question, en fait, c'est plutôt un questionnement. Et donc, finalement, je m'attends à ce qu'on aille plus loin. Puisque la maison brûle chez moi, alors je ne vois pas pourquoi j'accuserais quelqu'un qui aurait mis du feu et donc je n'ai pas correctement identifié, je n'ai pas correctement fait le portrait. Parce que, en fait, chez moi, ça choque. Chez moi, ça fait si mal. Voilà. Et vraiment, c'est une interrogation. Voilà, c'est un questionnement. Et je voudrais que bon, un ou quelques panélistes, en tout cas, voilà, et me répondent. Merci. Oui, voilà. Docteur Elomon, je vois que vous avez aussi la main levée, et professeur Momba. Alors, qui va aller le premier et puis je peux aussi intervenir. Oui. Est-ce est qu'il peut résumer la question? Résumez votre question, frère pasteur. Oui, oui, ma question est de savoir si notre façon de voir les autres de façon presque omniprésente dans nos affaires, la façon dont nous parlons d'eux, ne relève pas d'une forme de généralisation qui passe en mode de raisonnement intellectuel, scientifique. Est-ce que nous ne nous détournons pas le regard sur ce qui nous fragilise le plus, sur ce qui pose plus de problèmes à l'Afrique? Voilà. Est-ce qu'il n'est pas devenu trop facile d'accuser les autres? C'est un peu ça la question dans la recherche théologique et philosophique. Merci. Bon, si les autres auxquels vous faites allusion sont des Occidentaux, Oui. mais
Je crois que nous avons dit, que nous, si nous prenons l'exemple, en général, les Occidentaux, ils n'ont pas, ils ne veulent pas vraiment le développement de l'Afrique, ça c'est sûr. Et je peux citer ce que le roi Léopold II avait dit en 1879. Les rois, après avoir créé l'AIC, Association internationale du Congo, sans de Congolais par exemple, qu'est-ce qu'il dit aux Belges en 1879 ou 79, voulais-je dire? Il dit ceci: nous devons être à la fois prudents, habiles et prompts à agir afin de nous procurer une part de ces magnifiques gâteaux africains. Vous voyez que Ça va. on peut s'approprier C'est le l'argent qui a Congo. été donné la journée pour acheter le médicament. C'est un nouveau billet. HP, Alors, HP, fermez votre micro, s'il vous plaît. J'ai dit, donc je disais que l'argent que je t'ai donné pour acheter déjà le médicament. les rois, ils veulent s'approprier les gâteaux, ces gâteaux africains qu'il appelle gâteaux magnifiques, donc le Congo. Ça, c'est le professeur Westling, je le cite ici mot par mot. C'est un ancien billet qui t'a donné. Alors là, vous voyez que nous devons être conscients. Nous devons être conscients. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est comme vous l'avez dit. Nous devons ressembler un peu à ces Américains. Je parlais autrefois d'un Américain qui a résumé, qui a étudié, n'est-ce pas, les proverbes américains, il les a résumés en 10 commandements. Un des commandements de la culture américaine, c'est enough is enough. Donc, assez, c'est assez. Il faut que nous arrivions quand même à arrêter, à dire non, c'est assez. Quand je vois ce qui s'est passé, je me trouve à Kinshasa, quand je vois ce qui s'est passé cette semaine ici, mais les gens sont en train de brûler les drapeaux américains. Bon, moi, c'est comme si je comprends que les gens comprennent, commencent à dire non, c'est assez, hein, on en est marre, on en a marre, on doit arrêter. Et ressembler aux Américains, ça veut dire quand les Américains ont dit enough is enough, donc assez c'est assez, ils se sont libérés du joug colonial anglais. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi, ne fût-ce que au lieu de continuer, comme vous dites là, à jeter disons, tout sur les épaules des Occidentaux, nous devons prendre une décision de dire on doit arrêter. On doit arrêter, on doit être unis, on doit prévaloir les valeurs africaines de l'unité, de l'amour du prochain, ainsi de suite. Alors là, ça pourrait aller. On doit cesser avec, qu'est-ce que je veux dire? Donc, l'hypocrisie, comme l'autre frère parlait tout à l'heure. Donc, on doit cesser avec l'hypocrisie. C'est ça. Donc, vous avez quand même raison de dire que de notre côté, des Africains, nous devons faire quelque chose. Voilà. All right. Docteur Lomon, merci beaucoup pour ce moment. Merci. Je voulais dire au bien-aimé Aliou, parce que dans ma première prise de parole, j'avais touché cet aspect là où je disais la fragilité de l'Union africaine réside dans la fragilité interne à chaque État. Ça, on ne pourrait pas le tester, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en RDC, au Gabon, un peu partout. C'est toujours comme ça. Les notions ethniques finissent par toujours revenir quand on parle de pouvoir d'État. Je crois que c'est là où l'Église devait faire un gros travail en matière d'ecclésiologie. Parce que quand vous regardez l'ecclésiologie dans le Nouveau Testament, c'est Paul,
Mais on a suffisamment d'éléments pour construire à partir de l'Église, de reconstruire une nouvelle société, une nouvelle mentalité sociale, une nouvelle philosophie sociale d'abord, avant de passer à la philosophie politique. Je m'explique. Vous avez déjà dans les thèmes, dans les textes tels que en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni chiite, ni baba, ni homme, ni femme. Et ça, c'est l'avènement d'une nouvelle civilisation. Quand on lit le texte comme ça, on a l'impression que, bon, c'était facile pour Paul. C'était un système établi par l'Empire romain pour mieux contrôler les gens. Pour mieux contrôler les gens. D'abord, il y avait un problème à l'intérieur de la communauté qu'on peut appeler juive déjà, ou avec les subdivisions que vous avez là, les pensées, les idéologies théologico-politiques, pharisiens, sadducéens, tout ce que vous voulez. Il y a d'abord, eux, ils ont ce problème. Maintenant, au sein de leur problème, il y a encore un autre problème où les personnes à moitié israélites qui habitaient dans ces communautés-là, qui étaient des tels que les Timothées et autres, c'était un problème. En plus, il y avait des personnes qui étaient de tous leurs ancêtres, pères et mères juifs, mais parce qu'ils avaient adopté, embrassé la culture grecque, hellénique, on sait, c'était encore un autre problème. Maintenant, dans ce problème, il y a encore un autre problème. La cohabitation avec des peuples non juifs qu'il fallait régler. Et Rome ne pouvait que mieux gouverner parce qu'il y avait tous ces désordres-là au milieu de ces peuples. Et c'est là où je nous interpelle à revoir nos enseignements à l'Église. Pas tout à passer le temps à dire, bon, Jésus revient, on ira au ciel. Ça, on le sait. Mais où est-ce que Jésus nous a rencontrés? Nous avons rencontré le Seigneur dans une communauté. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette communauté. Et n'oublions pas que quand nous regardons l'histoire de l'Église ou du christianisme, selon les thèmes que chacun choisit, et ce que nous appelons aujourd'hui l'Union européenne et toutes ces choses, partent de certains éléments ecclésiaux. Il faut on sait ce que la Sainte Seine a produit. Et on sait que les nouvelles communautés, au temps des apôtres, déjà de Paul aussi, comment la Sainte Seine et le baptême sont des éléments fédérateurs. Donc, je m'arrête là. Oui. Deuxième point que je voulais terminer, la question posée, c'était quelle est votre appréciation de la vision de l'Union africaine? Oui. Alors, il y a déjà un problème dans l'intitulé de la vision elle-même. L'Afrique que nous voulons. La volonté n'est pas une action. La volonté, c'est une réflexion à l'action qui précède l'action. Donc, la volonté, c'est nous voulons. Je veux. C'est comme si on dit l'Afrique que nous souhaitons. Mais un souhait ou un vœu, ce n'est pas l'action. Donc, nous voulons. Donnons-nous les moyens d'y arriver en réglant les problèmes internes à nos peuples et les problèmes avec nos voisins immédiats africains. Donc, il faut que nous pensions à cela. Donc, il faut revoir déjà l'intitulé de la vision et voir que le mot volonté ne signifie pas une action bien résolue. On a la volonté, mais est-ce que nous nous donnons les moyens de mettre en action la volonté? Ça aussi, il faut se poser des questions. Et c'est là qu'il faut éviter les trahisons entre nous-mêmes, au sein de nos États individuellement et nos États avec les États voisins. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, docteur Lemon. Je vais d'abord essayer de répondre au questionnement de Pasteur Étienne à Lirou, surtout lorsqu'il dit est-ce qu'on ne condamne pas gratuitement l'Occident? Qu'est-ce qu'il y a dans l'Union africaine qui soit occidental? Et ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce qu'il ne faut pas non plus commencer à condamner les autres pour rien. On ne doit pas condamner les autres pour rien. Les Africains doivent prendre aussi leur propre responsabilité. Mais ce qu'il y a d'occidental dans l'Union africaine, c'est les Africains eux-mêmes. Parce que l'éducation que la plupart des présidents qui sont là ou les délégations qui représentent l'Afrique là-bas, c'est une éducation occidentale pour la plupart. La manière de voir le monde, la philosophie politique
les relations internationales, la sociologie, la philosophie, tout ça, c'est occidental. Occidental. Donc, il n'y a rien originalement africain là-bas. Ça, c'est un. Des deux, les finances, l'Union africaine est à plus de 60% financée par l'Union européenne, par les États-Unis. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce que vous avez dit que les chevals ne mordent pas la main qui lui donne du sel, mais la politique étrangère des Occidentaux, ce qu'ils dictent à l'Afrique, ce qu'ils doivent faire avec l'argent qu'ils leur donnent. Et souvent, l'argent qu'ils leur donnent rentre chez les Occidentaux. Parce que souvent, quand ils disent qu'ils aident, ils vous donnent leur matériel, ils vous donnent leurs histoires, mais ils comptabilisent ça en termes d'argent. Oui. Et puis, des fois, ils vous envoient leurs experts. Okay. Ils vous envoient leurs experts pour experts en ceci, en cela, que vous payez avec cet argent qu'ils vous ont donné. Et à la fin de la journée, tout rentre chez eux. Oui, oui. Donc, l'éducation, les finances, mais aussi beaucoup de présidents qui sont donc au pouvoir en Afrique sont les produits de l'Occident. Oui, oui. Essayez de voir un président qui est élu seulement par son peuple, on le combat. On veut être sûr qu'on a un président qui est de telle ou telle obédience ou bien qui peut respecter ce que les Occidentaux veulent qui se passe dans ce pays-là. Alors, quand vous n'acceptez pas, même si vous êtes les plus méritants, on peut même donc chambarder les élections pour que vous ne passiez pas. Okay. Bon, je ne veux pas dire que quelqu'un comme Sonko est meilleur ou quoi. Au Sénégal, vous voyez qu'on a tout fait pour le mettre de côté et l'empêcher même d'être candidat. Empêcher même ses adjoints d'être candidats. Et comme si ce n'était pas suffisant, on a reporté sine die les élections. Et les Occidentaux ne disent absolument rien. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que les gens, les présidents, la plupart des présidents sont fabriqués par l'Occident parce que la plupart d'entre eux, s'ils veulent être présidents, ils doivent accepter de devenir francs-maçons. Et quand vous devenez franc-maçon, vos maîtres, ce sont les Occidentaux. Ceux qui disent, vous respectez. Parce que vous allez prêter serment pour faire ça. Voilà. Alors, ce qui est occidental, c'est les présidents là eux-mêmes. L'Africain lui-même là est occidental ou occidentalisé, comme vous-même vous êtes présenté comme quelqu'un qui est entre les deux. Donc, vous êtes universel, en même temps, vous êtes local, vous êtes glocal. Voilà. Alors, quand les gens sont glocaux, qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent faire pour leur pays? Parce qu'ils ne sont pas totalement locaux, ils ne sont pas totalement occidentaux, ce sont des métiers culturels. Donc, ils ne peuvent pas prendre parti pour leur pays totalement. Mais cela n'annule pas le fait que, bien que ces gens-là soient là, parce que nous avons des présidents en Afrique qui disent non à l'Occident, comme au Sahel maintenant. Ils ont dit non. Ils ont même refusé de participer à la CEDEAO. Donc, ceux-là sont des hommes auxquels votre question peut s'appliquer. Là, on peut dire que eux, même s'ils ont été formés par l'Occident, mais ils ont pris une option en tant qu'Africains d'assumer leur africanité, d'assumer leur humanité et d'être responsables. Parce que le grand problème en Afrique, c'est que beaucoup de pays sont devenus indépendants avant d'être responsables. Alors qu'il faut normalement être responsable pour avoir l'indépendance. Et c'est ça le problème. Alors, quand on a dit l'Afrique que nous voulons, comme docteur Elomon a dit que la volonté elle-même ne suffit pas, il faut quand même avoir une volonté, il faut quand même avoir une vision, mais il faut passer à l'action. Il ne faut pas que ça soit seulement sur le papier. Mais quand vous dites l'Afrique que nous voulons, alors que vous n'avez pas de volonté personnelle, tout ce que vous faites est dicté à partir de l'Occident, alors la volonté, là, ça devient un concept creux. Voilà. Alors, donc, nous avons la vision, là, 2063. Bon, telles que les choses se dessinent
je pense qu'on a fait quelque temps ensemble. Ce serait peut-être intéressant pour moi d'organiser un autre panel parce que professeur Ligunda déjà n'a pas de connexion euh, pour lui donner aussi la chance de nous donner ce point de vue sur la plupart des choses que nous faisons. Alors, le thème suivant, c'est cet agenda-là dont on a parlé tout à l'heure. Quelle est l'appréciation? Alors, je vais donner seulement la deuxième question et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La deuxième question est celle-ci. Euh, Est-ce que cet agenda ou ce programme de l'Union africaine 2063, est-ce un programme réaliste et adéquat pour établir cette Afrique que nous voulons? Est-ce réaliste et adéquat? Docteur Allemand. Alors, est-ce que c'est réaliste? Yeah. Je dis oui, c'est réaliste, mais la matérialisation de ce vœu-là passe nécessairement par le sacrifice, des dispositions à faire des sacrifices. Et je veux pour exemple, déjà, peu importe ce que les gens peuvent dire, de nos trois frères du Sahel, Niger, Mali, Burkina. Pour le moment, on se moque, plusieurs se moquent d'eux, on raconte beaucoup de choses. Bon, bref, c'est réaliste. Réaliste parce que nous avons le capital humain pour ça. Nous avons le capital humain pour ça. Le nombre de jeunes africains qui sont formés dans des universités aujourd'hui, heureusement, ce ne sont plus seulement des universités occidentales, mais en Chine et ailleurs, dans des domaines tels que la technologie, la fabrication de machines-outils, ce n'est plus négligeable. Donc, en matière de ressources de capital humain, l'Afrique est riche parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui sont formés en Occident dans ces grandes écoles et qui sont dans beaucoup de cas plus brillants que les Occidentaux eux-mêmes. Deuxièmement, c'est réaliste parce que nous avons la population qu'il faut. En termes de démographie, nous avons ça. Ce n'est pas un potentiel, nous l'avons. Troisièmement, c'est réaliste. Réaliste parce que nous avons les matières premières qu'il faut. C'est réaliste. Donc, réaliste, moi, je ne pense pas toujours dans la trajectoire de la volonté. C'est réaliste. Est-ce que nous pourrons réaliser cela avec la mentalité que nos systèmes étatiques ont? Là, je dis non. Je veux fermer par là. Vous prenez nos pays en Afrique. Qu'est-ce qu'on remarque? Regardez les programmes de nos universités, même de nos facultés, de nos institutions théologiques. Dans beaucoup de cas, on a des Africains qui ne peuvent même pas s'affirmer. Dans nos facultés de théologie, on n'aborde même pas les questions relatives aux défis africains. Bon, quand vous avez dans un système scolaire, dans votre système éducatif, on va te parler de Napoléon, on va te parler d'Aristote. Pendant 15 ans, tu parles de cela. Il n'y a pas de filière, par exemple, qui nous permet d'étudier le bois qu'on a. On n'a pas de filière dans nos universités qui, par exemple, qui traite la question du pétrole, des minéraux qu'on a. La République démocratique du Congo, je ne sais pas si ça existe, mais je ne sais pas s'il y a des filières qui permettent de fabriquer les machines qui taillent le diamant. Est-ce qu'il y a des filières où on forme les gens au traitement du diamant? Parce que je ne peux pas comprendre, par exemple, que Bruxelles soit le carrefour mondial de la taille du diamant, alors qu'ils n'ont pas une poussière de diamant dans leur structure. Voilà des questions que nous devons nous poser. La question du pétrole. Est-ce que ce n'est pas déjà à partir du primaire ou de la 6e déjà qu'on doit commencer à enseigner à nos enfants, à partir de la dernière classe primaire, qu'on doit commencer à parler à nos enfants les questions de H2O, les formules du fer, du
du cuivre. De l'eau. Il faut commencer à intéresser nos enfants. Je crois en disant ceci. J'ai fait les recherches et je découvre qu'en dehors de tout ce qui se passe en matière de tout ce que vous voulez, la cacao, le bois, tout ça, les Européens savent déjà qu'il y a ce qu'on appelle la crise mondiale de l'eau, la géopolitique de l'eau. Et quand je fais mes recherches, je me rends compte qu'en dehors de la Russie, qui bénéficie de ces pôles, on se rend compte qu'il y a 10 pays au monde qui pourront commander rien qu'en vendant de l'eau. De la même façon dont on vient chercher avec des tankers le pétrole, il y a 10 pays au monde qui ont ça. Et parmi ces 10 pays-là, tous ces 10 pays sont africains. À mon grand étonnement, quand j'ai mené mes enquêtes en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, je n'ai pas vu dans nos universités une spécialité qui traite de l'eau. L'eau qui deviendra 1 litre d'eau qui, dans quelques années, sera plus cher qu'1 litre de pétrole, d'essence. Actuellement, ils sont à parité déjà. Une bouteille de 1,5 litre d'eau à Abidjan, parfois, c'est 500. Bon, quand vous allez dans les restos, on va vous dire 1000 francs. Dans d'autres endroits plus huppés, on va vous dire 2000 francs. Alors, voilà les réflexions. Donc, nous avons le potentiel, mais la réalisation, là, si nous ne changeons pas notre système éducatif et aussi notre réflexion dans nos églises, si nous n'arrêtons pas ces affaires de onction de visa Schengen, onction de voyage, franchement dit, ça ne va pas marcher. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Justement, il y a ce problème de la sociologie de l'éducation. Donc, comme j'ai répondu à Étienne, pour dire que l'éducation, que les gens qui sont dans la salle de l'Union africaine, là, dans une session, c'est une éducation étrangère. Donc, ils ne sont pas formés de manière à faire sortir donc les potentialités qui sont dans leurs enfants. Mais ils sont en train d'enseigner aux enfants ce que les autres ont enseigné à leurs propres enfants pour leur propre milieu. Parce que l'éducation ne vient pas seulement de Educo ou Dukere, mais ça vient aussi de ex-Dukere. Vous comprenez? Alors, sur le plan étymologique. Donc, il faut que les gens arrivent à avoir un concept correct de l'éducation et former les gens, former la jeunesse en fonction de l'utopie du pays, en fonction de besoins de développement du pays. Alors, si on n'a pas... En fonction de réalité. Oui, si on n'a pas de projet donc d'hommes et de projets de société et une utopie du pays qu'on veut avoir dans un certain laps de temps, donc la formation qu'on donne n'est pas réaliste et n'est pas non plus adéquate. Vous comprenez? Parce qu'elle ne résout aucun problème. On continue à tourner en rond. C'est ainsi que vous allez trouver dans les universités africaines, vous trouvez beaucoup de professeurs ordinaires, tout ce que vous voulez, avec des syllabes. Donc, depuis 30 ans, ils donnent le même cours depuis 30 ans. Lui-même n'a pas de livres pour s'alimenter intellectuellement. Il n'a pas de livres. S'il a des livres, ce sont des livres de 1940, de 1950. Alors, à cette allure-là, qu'est-ce que vous attendez? C'est ainsi que vous avez parlé des ressources, vous avez parlé de personnes qui sont là, mais est-ce qu'on a les moyens? Parce que pour pouvoir réaliser un tel projet, il faut des moyens. Mais quand vous faites ce projet-là avec les Occidentaux dans la même réunion et qui ne veulent pas que vous puissiez vous développer, mais ils vont prendre toutes les stratégies pour empêcher que cela ne puisse réussir. Absolument. Ils vont vous amener d'autres projets alléchants et vous abandonner votre projet pour faire ce qu'eux veulent. Et c'est comme ça que depuis 60 ans, une soixantaine d'années, maintenant, l'Afrique est en train de tourner en rond. Mais quand vous prenez des pays qui commencent à se prendre en charge, je ne suis pas en train d'aduler les Maliens et les autres, mais au moins les stands qu'ils ont pris, la position qu'ils ont prise, ça leur permet maintenant non seulement de découvrir combien les Français volaient
avec leur or. Et ils découvrent maintenant que ce sont eux qui tentent d'alimenter l'insécurité, les conflits au Sahel. Et maintenant, Mhm. en peu de temps, ils ont récupéré, comment ça s'appelle encore cette région-là? Là, il y avait les Touaregs. Ils ont récupéré ça en quelques semaines ou quelques jours. Et maintenant, il y a la paix. Les gens commencent à rentrer chez eux. Mais les forces je sais pas moi, françaises étaient là pendant plus de 10 ans. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait toujours des tueries, il y avait tout ça. Alors, il faut que les gens deviennent responsables et que ceux qui sont en train de faire, quand j'ai parlé poser la question des réalistes, il faut que leurs objectifs soient smart. Donc, que ça soit spécifique. Parce que quand on dit se développer et donc organiser comment on appelle, le développement durable, ça ne veut rien dire. Développement durable, c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Donc, il faut que les objectifs soient spécifiques, que ce soit des objectifs mesurables dans le temps et qui sont réalisables. Donc, en fonction de vos moyens et de vos ressources. Pas seulement donner des rêves comme ça, comme vous avez parlé de la volonté seulement. On a dit on va, ce que l'Afrique que nous voulons et tout ça, mais il n'y a pas quelque chose de spécifique et qui ne peut pas montrer un échelonnement que dans une année, on va faire ça, dans 2 ans, on fait ça, dans 3 ans, on fait ça, et dans 50 ans, voilà où est-ce que nous allons arriver. Et puis, comme le maître là parlait de l'hypocrisie, et tous ceux qui signent ces accords ou ces résolutions-là, qu'ils soient sérieux et responsables, qu'ils respectent, Mhm. qu'ils implémentent ça dans leur pays lorsqu'ils rentrent. Parce que les gens vont se retrouver dans les réunions, ils signent des accords et les accords restent là. On a parlé de l'intégration africaine. Celui qui parlait de l'intégration africaine, c'est Kagame en parlait beaucoup. Mais qui déstabilise les pays du Grand Lac? C'est lui. C'est lui. Vous comprenez? Alors, c'est pour dire que les gens doivent être sérieux. Les gens ne sont pas sérieux. Alors, Nous, je on a donne, un problème. ouais, donne l'occasion à professeur Mwamba de donner son point de vue. Est-ce que ce programme est réaliste? Est-ce qu'il est adéquat? Professeur Mwamba? Professeur Mwamba? Professeur Mwamba est là? Est-ce que professeur Mwamba est là? OK. Je les vois bouger, mais je ne sais pas si c'est déplacé. Professeur Mwamba, vous êtes là? Pas là, donner la parole à une autre personne. OK. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou une intervention à faire parce que nous arrivons presque à la fin? Est-ce que Ok. quelqu'un a une autre question à poser ou bien une intervention à faire quant euh, au réalisme et à l'adéquation de ce programme? Professeur Mamba? Attends, c'est bon, ça va. Euh, Moi, je voulais, Oui, allez-y, maître. oui, moi, je voulais juste dire que ce programme est réaliste. L'Afrique a un problème d'homme. Parce que concernant les institutions, nous en avons. Il y Mhm. a toutes les institutions possibles en Afrique, mais un problème d'homme. Homme animé d'une volonté patriotique qui ne va pas se servir des intérêts personnels. Et comme vous venez de le dire là, comme on l'avait soulevé auparavant de l'hypocrisie, lorsqu'il y a un programme chronométré, lorsque nous avons des hommes engagés qui privilégient l'intérêt général et qui entrent en fonction et qui se disent, nous devons réaliser ça dans tel temps, dans tel moment. Ce programme peut être réaliste. Mais lorsque nous avons les hommes, les marionnettes, qui sont téléguidés par l'Occident, par les dirigeants là, je pense que ce programme ne peut pas être réaliste.
C'est ça, c'est que je voulais intervenir. Mais je voulais aussi seulement te poser la question par rapport à ces panels que vous organisez, quels sont quelles sont les pistes de solutions? Où sont la contribution concrète que vous pouvez mettre en place pour aider nos dirigeants à réaliser ces programmes? C'est ça un peu une petite intervention, soit la question que je pose. Oh, excusez-moi. OK, merci beaucoup, maître. Bon, nous sommes les scientifiques, nous faisons des réflexions et à la fin des réflexions, nous allons faire des recommandations qu'on peut faire parvenir à l'Union africaine. C'est faisable. OK. Merci beaucoup. Yeah. Prochainement, je pense que vous pouvez aussi nous communiquer les thèmes avant, Yeah. même 1 ou 2 jours avant, pour qu'on puisse aussi se préparer, comment on peut aussi intervenir s'il y a moyen. Il n'y a pas de problème. Merci. Ouais, professeur Mamba est là? Bon, il n'est toujours pas là. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à faire? Docteur Abakalao, je le vois là. Il est très réservé, c'est bien. Parce que si il n'y a pas une autre question, je vais vous donner la date peut-être la semaine prochaine ou l'autre semaine pour continuer avec les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Et c'est là qu'on va voir si vraiment le programme de l'Afrique est adéquat par rapport aux enjeux du moment. C'est ce qu'on va voir. Alors, je crois que s'il n'y a pas une autre question, je vais seulement devoir vous remercier tous d'avoir participé à ce panel. Euh, et on pourra en tout cas se retrouver prochainement. Je vais communiquer dans nos réseaux, dans nos forats, donc la prochaine session de nos panels. OK, merci. Merci beaucoup à tous. Merci.